Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Aujourd'hui, pour fêter Noël avec 2 semaines de retard, nous allons repartir en enfance avec un petit retour sur la saga de l'histoire sans fin. Ah, les films pour enfants. Les créations pour enfants, devrais-je dire. Entre les livres, les films, les chansons, les séries, les dessins animés, tous faits pour les enfants. Et il faut quand même admettre que leur niveau a bien baissé ces dernières années. Bon, il faut dire que j'ai grandi dans une période géniale en ce qui concerne le divertissement pour enfants. J'ai en effet grandi dans un monde où on passait des mangas sur des grandes chaînes généralistes avant qu'ils ne soient interdits pour leur soi-disant trop grande violence. En effet, j'ai grandi dans une période où on considère encore que les enfants étaient de futurs adultes et que plutôt que de les entretenir dans la niaiserie d'un monde fantasmé, il fallait les préparer aux dangers du monde qu'ils allaient affronter, mais aussi bien sûr à ses merveilles. Mais avant que la médiocrité ne remporte la victoire et qu'on se décide planétairement à prendre les enfants pour des cons qui ne peuvent rien voir de plus violent qu'une gifle et rien comprendre d'autre que des messages écolos, on a essayé de leur ouvrir l'esprit sur des sujets variés. On faisait des films avec des enfants gravement malades dans des familles sans argent qu'on menace d'expulsion, ou des films où on menaçait l'enfant héroïne de subir une séance d'électrochoc, ou encore des orphelins qui n'ont qu'un chien pour meilleur ami, et puis tant qu'on parle de chiens, on avait aussi des films qui dénonçaient les expérimentations sur les animaux, des films qui nous faisaient combattre le diable en personne, des morts, du sang, etc. Bon, bien sûr, il y a aussi eu des navets, la merde n'a pas été inventée après les années 2000, le verre était dans le fruit depuis longtemps. Mais globalement, on considère encore que les enfants étaient capables de supporter le visionnage de choses plus élaborées que l'âne trop. Et peu de sagas l'ont aussi bien montré que l'histoire sans fin. À l'origine, il s'agit d'un roman allemand écrit par Michael Ende et publié pour la première fois en 1979. Il raconte l'histoire de Bastien Balthazar Buchs, un jeune garçon potelé qui découvre un livre nommé l'Histoire sans fin. Lorsqu'il le lit, il se trouve transporté dans le monde de Fantastica, selon la traduction de l'époque, où il va rester jusqu'à avoir appris toutes les grandes leçons de la vie, la confiance en soi et dans les autres, l'amitié, les responsabilités, le self-control, le pouvoir et tant d'autres. Suite à son succès, les droits d'adaptation ont été vendus à une société de production allemande qui se lancera avec le soutien de la Warner dans le film le plus cher tourné en Allemagne à l'époque. Il sera cependant entièrement tourné en anglais et les scènes avec Bastien tournées au Canada. C'est ainsi que sort l'Histoire sans fin en 1984. Vous aurez peut-être lu sur Wikipédia que le film était un échec commercial, ce qui est totalement faux. Certes, le film n'a rapporté que 20 millions de dollars sur le territoire des États-Unis pour un budget de 27. Mais c'est oublier deux choses essentielles. La première, c'est que le film est une coproduction germano-américaine et que les 27 millions n'ont pas tous été investis par Warner. D'autre part, 20 millions sur le territoire des États-Unis, certes, mais 100 millions dans le monde entier. Au final, c'est même carrément un carton. De fait, le film est devenu intéressant à exploiter. 6 ans plus tard arrive le deuxième opus, et en 1994, enfin, un troisième volet. Par la suite, une série d'animation en 26 épisodes verra le jour en 95 et 4 téléfilms en 2002 produits par HBO d'une qualité plus que discutable. À noter que la boîte de production de Leonardo DiCaprio, Happy Way, ainsi que la productrice Kathleen Kennedy à qui l'on doit les Star Wars, avaient pour projet d'adapter à nouveau le livre de Michael Ende, mais il est semble-t-il abandonné depuis 2011. Il aurait dû être plus proche du livre qu'un remake des films. L'occasion de rebondir sur l'aspect adaptation, qui comme d'habitude fait rager les fans du livre ainsi que son auteur. C'est amusant, j'aime beaucoup que l'écrivain d'un livre qui prône le travail d'imagination des hommes, ainsi que les gens à qui ce livre semble avoir parlé, soient tous deux fâchés que le film ait osé faire quelque chose de différent. Différent en plus uniquement dans l'aspect formel, semble-t-il, puisque l'histoire et la progression dramatique respectent globalement le schéma du livre. Le premier film en adapte la première moitié, et le deuxième la termine. L'Histoire sans fin, premier du nom, raconte comment Bastien sauve le monde de Fantasia, nouvelle traduction pour ce monde féerique bien plus agréable à l'oreille. Sérieux, Fantastica, ça fait rêver un enfant comme mot? Il n'aura besoin pour cela que de lire l'histoire d'Atreyu, jeune enfant faisant partie d'une tribu de chasseurs, et c'est là que les fans du bouquin vont commencer à gueuler, parce que oui, dans le bouquin, Atreyu est censé avoir la peau verte, alors qu'ici c'est un jeune indien. En fait, l'équipe de maquillage avait travaillé à lui faire la peau verte, mais les tests ne se sont jamais avérés concluants. Ils se sont alors dit que franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Encore une fois, vous connaissez mon opinion sur les adaptations. Si le manque de respect à 100% de l'œuvre originale ne pose pas de problème au film en lui-même, ça ne vaut même pas le coup de l'évoquer. Fantasia est le monde de l'imaginaire, créé par l'inventivité des hommes. Tout ce qu'un être humain a imaginé un jour s'y retrouve. De fait, les races sont aussi diverses que variées, et qu'Atreyu ressemble à un humain ou pas, il reste membre d'une des espèces de Fantasia, qu'il ait la peau verte ou soit un peau rouge. Autre source de mécontentement, j'ai dit que Bastien était un garçon un peu potelé, et voici le Bastien du film interprété par Barrett Oliver. Barrett Oliver était beaucoup de choses, mais certainement pas un petit gros. J'avoue que j'ai du mal à savoir quoi penser de ce choix de casting. D'un côté, je ne vois pas ce que le fait d'être gros ajouterait au personnage, si ce n'est pousser le misérabilisme, et il n'y en a pas vraiment besoin. D'un autre côté, je ne vois pas pourquoi l'enlever non plus. Quelque part, j'essaye de me persuader que c'est parce qu'il était impossible de trouver dans l'entièreté des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, un enfant d'une dizaine d'années et quelques kilos en trop qui sache jouer le personnage de Bastien. Et non un code basique américain qui veut que les gentils soient beaux même s'ils ont encore des yeux innocents.
Commençons par revenir sur l'histoire. Bien entendu, celle-ci est pleine de symboles, métaphores et enseignements, alors que Bastien poursuit une quête initiatique vers l'âge adulte. Alors que sa mère vient de mourir, son père souhaiterait qu'il cesse de rêvasser. Il s'évade en effet régulièrement dans ses lectures en y dessinant des licornes. Bastien a tendance à fuir ses problèmes et ses cours, ce qui bien évidemment commence à concerner son père. Cette scène est une petite merveille d'écriture, car bien qu'elle ne soit constituée que d'expositions, de présentation des problèmes de personnages et de leur caractérisation, elle sonne complètement réaliste, car c'est une scène qui pourrait parfaitement exister. Le père de Bastien a parlé à son professeur la veille, et vient donc d'apprendre les retards, absences et problèmes de concentration de son fils. Logiquement, il s'en inquiète, lui en parle, nous amenant ainsi à apprendre que sa mère est morte, lorsqu'il essaye d'expliquer son comportement. Qui plus est, voilà un film qui essaye vraiment de parler à l'adulte qui sommeille chez les enfants. Non seulement chacun d'eux aura probablement vécu cette scène de recadrage parental au moins une fois, ce qui l'intéressera et le poussera à s'identifier au héros, mais en plus elle bénéficie d'une vraie ambiance. Elle n'essaie pas d'être guillerette, de montrer le jardin bien vert et entretenu par la fenêtre, elle n'est même pas dynamique. Et je dis pas ça comme un commentaire désobligeant, mais comme une appréciation concrète du rythme de la scène. Plus d'1 minute 30 où le montage reste sur un seul plan, filmé en grand angle pour que les personnages soient assez distants les uns des autres, pas de musique, pas de radio, pas de télévision allumée sur les cartoons à la mode du matin. Non, juste un père et son fils qui discutent au petit déjeuner. On laisse s'installer une ambiance, on présente une relation pleine d'amour mais retenue derrière la tristesse de la disparition de la mère, une certaine maladresse et un léger malaise qu'on essaie de dissimuler derrière d'autres enjeux. Le film n'essaie pas de charmer les enfants avec un monde insouciant et coloré et un problème bien isolé, mais les invite à s'intéresser vraiment à une histoire forte qui n'a pas été nettoyée pour être plus présentable. Un des principaux problèmes des films jeunesse récents est qu'ils sont souvent simplifiés à l'extrême, aseptisés pour ne pas provoquer la colère des associations de défense de famille américaines. Le personnage principal sera souvent confronté à un seul problème qui sera facile à identifier et le seul enjeu, et rarement quelque chose de trop difficile à supporter. Après ce petit déjeuner riche en fibres, en céréales et en développement de background et de situation initiale, Bastien part pour l'école et se fait emmerder sur le chemin par un groupe de sales gosses. Ils sont aussi crédibles que tous les sales gosses rebelles de 90% des films au monde, puisque leur principale façon de se révolter, la parole, est encore et toujours censurée par des organismes et des parents incapables d'accepter que les enfants puissent dire de vraies insultes, puisque les enfants, même rebelles, sont de petits anges qui ne pourraient jamais lancer quoi que ce soit de plus agressif que poule mouillée. On est en danger? Non, c'est un jeu. Tu me prends pas en compte? À noter que, parce que bien entendu je n'ai pas regardé tous mes films en VO depuis le berceau, il a déjà fallu que j'apprenne qu'il y avait différentes versions, la version française s'autorise une audace assez bienvenue, puisqu'elle a traduit l'insulte weirdo par du con, volontairement mal prononcé par l'acteur, pour que, pas sûr d'avoir entendu le bon mot, nous soyons un petit peu moins choqués. Pour leur échapper lorsqu'il commence à lui courir après, Bastien pénètre dans la première boutique venue. Il rencontre le libraire Monsieur Coriander, absorbé par le livre le plus badass qu'il m'ait été étonné de voir. Sérieux, même moi, un livre avec une couverture pareille, je le lis juste pour avoir la classe en le lisant. Ce livre, c'est l'histoire sans fin. D'après Coriander, c'est cependant un livre assez dangereux, car celui qui le lit ne serait pas forcément en sécurité. Profitant d'un moment d'absence, Bastien subtilise le livre et file à l'école. Terrassé par un contrôle de maths, il va alors s'enfermer à l'abri dans la réserve et commencer sa lecture du livre. Et là, la magie s'empare de l'œuvre. Je reviendrai sur la mise en scène d'ici quelques secondes. Commençons par l'histoire. Le monde de Fantasia est victime d'une force maléfique qui détruit tout sur son passage. Il progresse dans tous les recoins de l'Empire, craint par tous les habitants, qu'il appelle le néant. Chaque peuple a donc envoyé un représentant pour aller demander l'aide de la jeune impératrice, et non pas à la belle, ou à la jolie, ou à la petite impératrice, parce qu'on entend vraiment n'importe quoi venant de n'importe qui dans cette histoire. Justement, enfin, un film qui accepte d'avoir une impératrice, et non pas une connasse de princesse, et qui ne la résume pas à sa beauté, mais à la magie qui fait qu'elle reste jeune, alors qu'elle est aussi vieille que Fantasia. Hélas, l'impératrice souffre elle-même d'une maladie liée au néant et se meurt. C'est là qu'intervient Atreyu, qui va avancer par-delà tous les dangers pour sauver son monde. Si vous vous rappelez de mon petit retour sur la quête du héros, effectué dans la mission qui revenait sur la prélogie Star Wars, vous remarquerez très vite que l'histoire d'Atreyu est une application du schéma de la quête du héros. On lui remet un objet magique, il se retrouve à ne plus pouvoir revenir en arrière, subit de multiples épreuves pour trouver l'objet de sa quête, etc., etc. C'est également un récit initiatique pour Atreyu, de ce à quoi chaque enfant et être humain sera confronté dans le monde réel et le monde des adultes. La peur du regard des autres, la confiance en soi, l'acceptation de soi, la mort, l'amitié, le courage, la force de recommencer après un échec, une disparition et la drogue. Oui, parce qu'après coup, si Morla le Vénérable semblait être le symbole de la vieillesse neurasthénique, avec des yeux d'adulte, on a surtout l'impression d'entendre un gros fumeur de joint parler. La ressemblance est frappante quand même, non? Moi je vous le dis, sa montagne c'est pas sa carapace, c'est un putain de bang. C'est le moment parfait pour aborder les visuels et la mise en scène de l'histoire sans fin. Commençons par l'apparence des personnages. Ils sont tous géniaux. Les effets spéciaux du film sont une de ses principales forces, d'autant que chacun d'eux est réalisé en temps réel, si je puis dire, en ce sens que contrairement à beaucoup de films qui essayent de repousser les limites du stop motion, celui-ci préfère tout faire directement devant la caméra, grâce à des prothèses pour les acteurs réels, et de l'animatronique pour les créatures les plus étranges.
À la cour de la Tour d'Ivoire, ce sont pas moins de 50 espèces différentes, allant de l'humanoïde à la chimère et au golem, réunissant sur un seul plateau des techniques aussi variées que les prothèses, les costumes et l'animatronique légère, voire lourde pour certains personnages. Et aucune d'entre elles ne reviendront. Toutes les races croisées plus tard seront différentes de celles-ci. Vous n'avez pas idée du temps et de l'argent investis dans cette seule séquence uniquement pour proposer un univers riche et envoûtant aux jeunes spectateurs. La dernière fois que j'ai vu un monde aussi créatif, c'était dans Mirror Mask. Même un univers aussi riche que celui du monde de Oz et un réalisateur supposément talentueux comme Sam Raimi ne propose pas plus de 4 ou 5 espèces clairement visibles en 2 heures de film. Passons sur les personnages les plus simples. Le vagabond et son ami à l'escargot de course, joué par Deep Roy, qui interprète par exemple les Oompa Loompas de Charlie et la chocolaterie, ne nécessite pas grand chose d'autre qu'un bon costume et quelques morceaux de latex, tout comme le conseiller de l'impératrice. Les 2 elfes, parce qu'il semblerait que ce soit des elfes alors que j'aurais plutôt dit des lutins, que sont Engiwook et Urgul, demandent un chouïa de maquillage en plus mais surtout pas mal d'incrustations pour rendre leur différence de taille avec Atreyu. Ces 2 personnages ont un petit côté grand-parent de tous les enfants. Leur raillerie et leur dispute, mais malgré tout leur complicité est bien visible, et étant les anciens, ils sont garants d'une certaine sagesse, gardiens d'un savoir. Urgul pour la médecine et les plantes, et Engiwook pour la connaissance des oracles sudériens. On pourrait y voir également une opposition entre la magie et la science, puisque la femme concocte des potions dignes d'une sorcière d'Halloween, alors que l'homme est dans la stricte observation, mais vu la science qu'il étudie, il est plus proche d'un alchimiste, et donc lui aussi, de la magie. Les fameux oracles d'ailleurs sont assez forts dans leur design. Chimère aux pattes de lion et aux bustes de femme, tétons compris, ce qui est assez rare pour un film d'enfant. Elles représentent 2 choses. Le premier oracle jaune n'effectue qu'un seul mouvement, c'est celui d'ouvrir les yeux pour lancer des éclairs mortels. Bien évidemment, c'est une métaphore. Celui qui passe devant doit accepter de se confronter au regard des autres, d'où le fait que le candidat précédent soit venu en armure alors qu'Atreyu est sans armes ni protection. Il doit garder confiance en lui pour avancer. Le deuxième oracle, bleu, est plus terre à terre puisque c'est la porte que l'on traverse pour y accéder qui compte, et qui confronte celui qui s'y présente à ce qu'il est vraiment, car avoir confiance en soi est une chose, mais si on a confiance en soi pour de mauvaises ou de fausses raisons, les bases de notre confiance sont faibles ou mauvaises et nous tomberons au premier problème. Le design des oracles est assez basique finalement, trouvant ses origines dans les mythes gréco-romains et probablement plus loin encore, leur statue de sphinx rappelle évidemment l'Égypte, surtout lorsqu'il commence à tomber en morceaux la tête la première. Elle délivre l'objet de la quête du héros d'Atreyu, le remède au mal de l'impératrice. Quelque part, je trouve intéressant que ce soit des femmes, puisque la disparition de la mère de Bastien est présente à chaque moment de l'histoire. Il n'y a d'ailleurs foncièrement que 3 femmes dans le film. L'oracle qui représenterait la femme avec un F majuscule, ou les femmes, dont la désagrégation serait le résultat de l'incapacité de Bastien à se remettre de la mort de sa mère et qui pourrait faire disparaître le monde autour de lui s'il n'applique le remède. Urgul, qui représenterait la figure maternelle, mais plutôt au rang de grand-mère, et la jeune impératrice. Elle serait en quelque sorte la femme avec qui Bastien pourrait refaire sa vie, ou plutôt l'acceptation de l'idée qu'un jour une autre femme aura autant d'importance, voire plus que sa mère, dont l'absence est représentée par le néant. C'est assez difficile à expliquer et c'est un peu fumeux, je préfère que vous gardiez en tête cette explication comme une théorie très probable plutôt qu'une vérité.